Sors un biceps pour Corentin. Regarde Coco. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du podcast avec Yann Maradan. Si vous ne le suivez pas encore, rejoignez-le sur ses réseaux, allez lui mettre un petit follow, un petit like sur ses photos. Pareil, abonnez-vous à la chaîne. Et puis moi, vous me connaissez probablement si vous êtes sur cette chaîne, mais sinon c'est Jordan Belunjoli, passionné donc par la culture physique, et vous pouvez me retrouver également sur Instagram. On a fait une première partie avec Yann sur ton évolution globale autour du bodybuilding et puis beaucoup de réflexions intéressantes. Sur cette deuxième partie, on avait envie de parler un petit peu plus de technique d'entraînement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que toi, par rapport à justement cette croissance musculaire que tu as eue quand même assez faramineuse et exceptionnelle, d'une très belle qualité, est-ce que tu as cherché à mettre beaucoup de charges lourdes ? Est-ce que tu as travaillé plutôt sur de l'isolation ? Quelles ont été les différentes phases que tu as rencontrées au fur et à mesure de ta carrière de bodybuilder ? Voilà, c'est au fur et à mesure aussi. C'est-à-dire ça a évolué. Ouais. Au départ, on va dire que de toute façon, les notions que j'avais, c'était pas les notions d'un coach ou d'un préparateur ou autre, parce que comme je disais dans le podcast précédent, j'ai jamais eu de coach ou de préparateur ou de personnes qui m'ont balancé des fiches et puis me dire tu fais ci ça. Des fiches toutes faites. Voilà. Et qu'elles soient personnalisées ou pas. Hein. Ouais. Et du coup, je prenais des conseils à gauche à droite de certaines personnes. Et en fait, j'ai essayé de faire un tri, on va dire, relativement malin et puis assez, finalement, qui a été productif pour moi. Et prendre les bonnes choses, tester. J'ai testé énormément de méthodes d'entraînement, en fait. Donc des full body, des splits. Voilà. Ouais, exactement. Donc au début, pendant un bon moment, pendant pas mal d'années, c'était essentiellement des splits. Ou des splits entre 4 et 6 séances par semaine, où on mélangeait, on faisait pec triceps, dos biceps, jambes, etc. Gros volume en plus à chaque épaules, fois. voilà. Ou alors après on faisait pec, biceps, Ouais. un jour de repos, dos, triceps, pour se dire que quand on fait le dos, on fait des mouvements de tirage et que du coup quand on arrive au biceps, on a déjà peut-être un peu trop enclenché, et puis surtout que le dos c'est déjà un muscle relativement on va dire imposant, et où il y a quand même beaucoup de muscles dans le dos, et du coup on finalement passer sur un muscle secondaire pouvait pas forcément être optimal. Alors après ça a fait énormément de tests comme ça, où je faisais mes plans sur mes fiches de papier, tout ça, où je dois en avoir plein dans un carnet, je ne sais où. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça au départ. Après, quand j'ai commencé la compétition, j'étais toujours sur des splits. Donc à 20 ans, j'étais toujours sur des splits, donc ça a duré quand même un certain moment. Après, des fois, c'était pas forcément des splits, hein, c'était des séances, juste le dos. Voilà. Ça m'est arrivé de faire aussi dos pec, beaucoup de supersets. Arnold style. Voilà, un peu comme ça. Après ça, à partir de approximativement, on va dire que en 2016, de fin 2015 à 2016, pendant quasiment un an, j'ai fait des full body, vraiment, où je me suis réorienté, où je me suis dit voilà, mon but c'est d'acquérir le maximum de masse musculaire. Et donc j'ai fait des full body en fait 4 fois par semaine, où il y avait 2 entraînements, par exemple lundi, mardi, un jour de repos, et jeudi, vendredi, et puis 2 jours de repos ensuite. Par contre, c'était des full body où il y avait, je dirais, maximum 6 exercices, 7 exercices différents, où au final je faisais 2 fois du squat dans la semaine, 2 fois du soulevé de terre, 2 fois du développé couché, je faisais du militaire à la presse barre, voilà, et puis c'était du 6-8 reps, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment nerveusement très compliqué, au niveau des tendons très compliqué aussi. Ouais, demandant. Mais clairement, il est clair que là j'ai poussé mon physique au maximum, c'est-à-dire qu'en termes de masse musculaire globale, c'est là où j'ai vraiment évolué. Déjà, pourquoi ? Parce que je partais que sur des splits, donc en fait ça a vraiment choqué mon corps de lui dire non, maintenant tu vas faire des full body, et c'est des séances de 2 heures, quoi. D'accord, donc tu rejoins voilà. quand même là pour le coup Airsoviac sur l'idée que naturellement un système soit d'exo de base et ou de full body pour de la croissance musculaire, ça reste une pierre importante à utiliser. Oui, Quoi. avoir un passage à un moment donné dans sa vie en tant que bodybuilder, tu peux à un moment donné te dire voilà, je vais me fixer pendant tant de temps
essayer de rester sur les fondamentaux et essayer de développer au maximum aussi sa force, parce que clairement j'avais pris en force aussi, ça c'est clair. Mais toujours dans une optique de construction musculaire. Et clairement, c'est sûr que ça m'a aidé, et ça m'a fait développer mon physique. Que c'est à ce moment-là aussi où le fait de faire, de solliciter souvent ses jambes aussi dans la semaine, ça m'a fait développer mes jambes aussi, ça c'est clair. Les ischios, les quadriceps, les fessiers. C'est sûr que tout a un peu explosé finalement, globalement. Ça s'est pas forcément ressenti en termes de poids sur la balance, clairement. Parce que j'ai pas pris beaucoup plus que ça en termes de poids sur la balance quand je rapporte à ça sur scène, en fait, le poids que je faisais sur scène ensuite. Mais clairement, quand je suis arrivé déjà 2016, il y avait un bel impact. Et puis quand je suis arrivé en 2017 au Gym Co, donc fin 2017. Le fameux Gym Co 2017. Là, le fameux 2017. La condition. Voilà, la condition de sèche extrême. Là, à ce moment-là, oui, c'est vrai que quand même, j'avais vu quand même les résultats que j'avais pu avoir grâce à ça. Et puis après, j'ai aussi reswitché un peu sur des splits. Et ensuite, là, ça fait bien plus d'1 an maintenant que je travaille en upper-lower en fait. Du half body. Voilà, du half body, haut du corps, et ensuite je switch avec bas du corps. Et puis au début, je faisais 4 à 5 séances par semaine, et là maintenant, je sais que je peux arriver en fait avec une bonne répartition d'entraînement et un bon volume de travail dans la séance, à arriver à faire 5 à 6 entraînements en upper-lower dans la semaine. Ce qui va composer par exemple 2 entraînements de jambes espacés et 3 entraînements de haut du corps par exemple. D'accord. Plus un entraînement qui peut être carrément en full body finalement. Oui, tu peux rajouter quelque chose, quoi. Voilà, si je peux rajouter quelque chose, un petit entraînement, si j'ai le temps, si j'ai l'envie, si j'ai récupéré suffisamment et que ça ne va pas impacter la semaine d'après, parce que c'est ça aussi, c'est par rapport à la récupération. Il est clair qu'en fait, on peut vraiment un peu tout mélanger finalement. J'ai aussi testé les push-pull legs. Ça a été aussi, avant les upper-lower, ça a été un peu une phase où j'ai testé les push-pull legs. Alors du coup, un push-pull leg, c'est un mouvement tout. de poussée. Ça ressemble un peu quand tu m'expliquais le split d'avant, où oui. au final tu faisais du dos triceps, oui. Du pec biceps et des jambes. Enfin, ça, c'est le principe. Oui, c'est vrai. Après, le push-pull legs, c'est que voilà, je vais faire pec, triceps, épaules, mais tous les mouvements de poussée en fait. Et ensuite, les pulls, donc tous les mouvements de tirage, avec les biceps et avec l'arrière de l'épaule ou autre, tous les mouvements de tirage. Et puis ensuite, après, les legs, où en fait, j'essayais de les faire 2 fois. Donc c'était une partie quadriceps et une partie ischio. Donc j'avais déjà commencé un petit peu à séparer ischio-fessier, quadriceps. Ce qui était relativement intelligent parce que c'était à ce moment-là où j'ai bien développé mes jambes aussi. D'accord. Finalement. Parce que c'est quand même clairement, il y a quand même une grande différence en termes d'entraînement sur les quadriceps, où on est sur l'extension de genou, et sur les ischio-fessiers où on va être sur l'extension de hanche, et puis surtout sur une grosse chaîne postérieure qui a quand même qui peut accuser plus de travail que sur les quadriceps. Et puis là où au final on peut mettre quand même des charges relativement plus lourdes aussi. En termes d'intensité, c'est un peu différent. Et donc du coup le upper lower, là à l'heure actuelle, je fais toujours du upper lower, et je fais après 5 fois dans la semaine où je vais faire 3 séances du haut du corps et 2 séances du bas du corps. Et en termes d'approche d'exercice, j'ai vachement plus ciblé les exercices, et j'ai trouvé des exercices aussi par quelques formations aussi que j'ai pu faire, et puis par expérience, et puis aussi par rapport à l'approche anatomique en fait, et puis de la courbe de résistance, de la gravité finalement, comment utiliser la gravité avec des poulies ou autre en fait. Vraiment une approche plus intéressante dans le sens où clairement pour durer, et aussi pour progresser, parce que finalement la plupart des personnes en salle de muscu se rendent pas compte qu'ils n'ont pas l'amplitude complète sur un muscle, sur l'étirement aussi, qui retiennent pas la phase excentrique. Il y a beaucoup de choses qui sont mis de côté, alors que finalement ça pourrait être beaucoup plus optimal. Et maintenant je suis vraiment dans une optique d'entraînement où je fais moins de volume sur une séance, mais je répartis mon volume sur la semaine, qui finalement en fait je gère sur un volume hebdomadaire.
je vise plus un volume sur la séance, mais un volume hebdomadaire. Et me dire, il me faut au moins tant de séries pour les pecs, il me faut au moins tant de séries pour les épaules, etc., etc. Et que chaque semaine, ça peut changer. Je peux augmenter un peu le volume, par exemple, sur les épaules si j'en ressens le besoin, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, en fait, il faut trouver des exercices qui soient le plus efficaces possible en un moins de temps possible. Ce qui fait que j'ai réduit finalement mes séries sur pas mal de groupes musculaires, mais en utilisant les exercices qui vont, en l'espace de 4-5 séries, atomiser le muscle vraiment en profondeur et au maximum, en fait. Créer un stress suffisant pour pouvoir ensuite récupérer, manger, surcompenser et repartir, en fait. En fait, j'ai augmenté ma fréquence d'entraînement, clairement. D'accord. Et c'est ce qui est un des facteurs de croissance aussi musculaire. Et clairement, la fréquence d'entraînement, elle m'a permis vraiment de encore développer mon physique et d'améliorer et d'apporter encore plus de qualité musculaire. Grâce à ça, grâce à cette fréquence d'entraînement. Pour moi, à l'heure actuelle, je ne me vois pas changer maintenant de style. D'accord. Alors tu me dis si je me trompe, mais il me semble que là, quand on en parlait, tu m'as expliqué que tu t'es un peu éloigné des exos de base en ce moment, qu'il y a pas mal d'exos du genre Oui, le clairement, squat ouais. et développé couché que tu n'effectues plus pour des mouvements où tu vas chercher un peu plus de capacité de contraction sur de l'isolation ou autre. Clairement, parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi que ces exercices-là, on a tendance à vouloir mettre plus lourd que ce qu'on pourrait mettre sans utiliser trop le système nerveux aussi, que le système nerveux, et puis surtout en ayant une technique d'exécution qui soit irréprochable, que sur un mouvement lourd, la plupart du temps, on veut toujours vouloir mettre plus de poids, et en bafouant un petit peu la technique d'exécution à un moment donné, ça arrive toujours de toute façon. À un moment donné dans la semaine, on veut toujours aller chercher plus loin, alors ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais finalement, c'est quoi ? C'est le système nerveux qui rentre en jeu. Donc c'est bien, on peut être plus fort à ce moment-là, c'est cool, c'est bien. Mais alors faire des phases comme ça peut être intéressant si ensuite après on repart sur des mouvements qui sont d'une contraction irréprochable et d'une bonne amplitude et d'un bon étirement aussi musculaire. Parce que clairement, le powerlifting, c'est une chose où on utilise énormément de système nerveux. Mais c'est pas que ça finalement. Et la contraction musculaire, il y a un sens des fibres, il y a des choses à respecter un petit peu au niveau anatomique qui fait que quand on comprend un petit peu les trajectoires qu'il faut avoir pour certains muscles, le sens des fibres, la façon dont le corps et les muscles sont faits, les insertions, les terminaisons musculaires, tout ça, là on peut se rendre compte qu'ensuite il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, notamment au point de vue du câble en fait, de la poulie. Finalement, la poulie qui est un des seuls facteurs où on peut changer la gravité finalement. Oui, bien sûr. Et ça reste intéressant parce que finalement un poids va tomber au sol si on le lâche et du coup on n'a pas forcément toujours le bon étirement, on n'a pas forcément toujours je dirais le but c'est de rendre optimal un entraînement et optimal les range reps, donc les séries en fait, tout simplement. Donc c'est à dire que avoir 4 séries effectives sur un exercice qui n'est pas forcément l'exercice le plus connu, mais qui est le plus intéressant anatomiquement parlant et au niveau du sens des fibres, au niveau de la tension qu'on peut apporter sur le muscle. La tension musculaire en fait. Vraiment la tension musculaire, et en épargnant beaucoup plus son système nerveux, même si on l'utilise toujours un peu, parce que le but c'est d'être proche de l'échec à chaque fois, pas forcément tout le temps à l'échec aussi. Ouais, c'est le une système chose du à faire. RIR. Ouais. Le système du RIR, les reps in reserve, où en fait finalement on va se rapprocher de l'échec, mais il y a peut-être des semaines où on va être à un RIR à 1, c'est-à-dire qu'en gros on va être à... Donc après ça c'est connaître son corps. Je dis que c'est de systèmes d'entraînement qu'on fait à un moment donné quand on connaît son corps, quand on sait où est sa capacité maximale en fait de progression, pour soulever un de poids. récupération derrière, pour pas être trop impacté. Voilà, exactement. Et en fait, les points positifs, c'est quoi ? C'est que j'ai aucun problème de tendon, c'est que mon système nerveux récupère et que je suis pas amorphe ensuite pour faire ce que je dois faire dans la vie d'à côté, mon travail, etc. Que je récupère bien et que finalement, le stress, il est suffisamment intense pour surcompenser et pour créer de la masse musculaire avec l'alimentation qui se gère à côté, en fait. Et du coup, ça fait en fait des entraînements qui sont beaucoup plus effectifs et qui sont optimaux par rapport à ce qu'on peut donner sur une séance. Parce que finalement, faire juste les pecs et faire 5 exos de pecs avec 3 séries par exemple, et puis finalement les 2-3 premiers exercices on est encore bon,
Voilà, et à la fin, en fait, votre corps va déléguer sur les autres muscles, parce que de toute façon, les pecs sont cuits. Donc, en fait, c'est créer suffisamment de stress pour se rendre compte qu'à un moment donné, votre groupe musculaire que vous travaillez à l'instant T, il est atomisé. Il n'y a plus besoin d'aller chercher. Et ça, c'est très difficile parce que on a notre système nerveux qui est toujours là, où on se dit, bah non, moi je veux aller plus loin, je veux aller plus loin, je veux aller plus loin. Et après, on se base sur une certaine performance, mais une performance de soulever une charge sans forcément penser en fait à la contraction musculaire et à ce qu'on peut apporter au moment T, c'est-à-dire sur quelques séries finalement. Et vaut mieux en fait augmenter sa fréquence d'entraînement dans la semaine et se dire, bah, par exemple, voilà, le lundi, je vais faire peut-être un exercice de pec, voire 2 exercices de pec, où finalement, moi je parle pas forcément en termes d'exercice, mais je parle surtout en termes de séries dans la séance, où finalement on va arriver peut-être à maximum 8 séries. Alors c'est pas énorme, 8 séries pour les pecs, vraiment pour les pecs, pas les épaules, triceps en même temps. Oui, bien sûr. Vraiment essentiellement à 80%, voire un peu plus, pour la cage. Et à ce moment-là, bah, on se rend compte que déjà les courbatures on est moins atomisé nerveusement, et au niveau des courbatures, on va en avoir, mais elles sont largement supportables pour pouvoir refaire les pecs le mercredi ou le jeudi. Ce qui fait qu'en fait on augmente le volume, mais de façon hebdomadaire, en ayant une fréquence beaucoup plus timée. Ce qui fait qu'en fait on peut suffisamment stresser un muscle sur 8 séries. Mais par contre, il faut que ce soit des séries effectives, il faut qu'elles soient proches de l'échec. Pas tout le temps, tout dépend après de la planification d'entraînement qu'on se fait dans l'année ou sur une préparation ou autre. Hein. Et parce que être tout le temps à l'échec, ça veut dire que nerveusement, on est à l'échec. Parce que finalement, il y a 2 échecs. Il y a 2 échecs à ne pas dépasser. Il y a même 3 échecs. En fait, il y a l'échec musculaire, il y a l'échec nerveux et il y a l'échec postural. Et en fait, le but, finalement, quand on parle de l'échec, c'est, pour moi, on est déjà en échec quand on a l'échec postural et quand on a l'échec nerveux. Et l'échec postural intervient avant l'échec nerveux. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est le mental qui nous force à lever la barre. On prend l'exemple du soulevé de terre. Voilà. On va faire des séries de soulevés de terre, on va arriver à la fin, déjà, le dos va commencer à s'arrondir. On va plus avoir les gainages scapulaires. On va vraiment être esclave du poids. Et à ce moment-là, on est dans l'échec postural. Mais on va continuer à faire 1 ou 2 séries, 1 ou 2 reps de plus, parce que le nerveux, lui, il peut aller plus loin. Mais la posture, la structure du corps, elle est déjà en PLS en fait. Et à ce moment-là, et en fait, alors que l'échec musculaire, il est arrivé déjà 2-3 reps avant. Si on veut vraiment se concentrer sur le muscle en particulier. Et évidemment, un soulevé de terre, ça engage tellement de muscles que c'est pas évident. Alors c'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher, par exemple, sur un leg curl allongé ou sur un leg curl assis. Là, on peut vraiment avoir un échec musculaire. Et finalement, l'échec postural, il est moins présent. Puis il n'y a pas grand risque. Et puis il n'y a pas vraiment réellement intérêt à avoir un échec postural sur des exercices comme ça. Ou même à la poulie ou autre, en fait, finalement. Parce qu'on se rend compte qu'à un moment donné, on va balancer, on va faire un mouvement de balancier, ou bien là, on est déjà sur l'échec postural. Mais on peut continuer parce que nerveusement, on a encore la force de le faire. Oui, c'est pas extrêmement demandant sur l'ensemble du corps. Mais finalement, ça serait pas intelligent ou ça serait pas effectif parce qu'on se dit, mais mince, là, je dégrade ma qualité. Je puise dans mon système nerveux, alors que déjà, au niveau musculaire, je suis déjà cuit. Vaudrait-il pas mieux enlever ces 2 reps qui sont des reps de trop dans cette série-là, faire un temps de repos suffisant pour essayer de remettre cette énergie-là que tu vas perdre sur ta première série, la remettre sur la deuxième de façon plus qualitative, etc., dans la semaine, dans l'entraînement, etc. Et en fait, c'est comme ça que je réagis. Et clairement, au niveau du système nerveux, parce que quand je faisais les full body avant, avec le soulevé de terre, 2 fois du soulevé de terre, 2 fois du coucher, mon système nerveux il était complètement cuit. Je rentrais chez moi, je ne pouvais plus rien faire. J'étais sur mon canapé, j'étais mort. En fait, j'étais clairement mort, je ne pouvais plus bouger. J'ai l'impression que j'étais handicapé, en fauteuil roulant. Et le truc, c'est que c'est bien, d'accord. C'est une bonne période, c'est une période à faire, pourquoi pas. Mais à un moment donné, voir que, quand on a créé ces fondamentaux, à un moment donné, il faut être plus intelligent et penser sur la durée et évaluer les risques-bénéfices finalement. Parce que c'est toute une question de contexte et de risque-bénéfice. Et le bénéfice à faire ce que je fais à l'heure actuelle, c'est que mon système nerveux il est préservé, j'arrive à tenir beaucoup plus longtemps et j'arrive à me faire mes 5-6 séances du coup.
à ce moment-là. Oui, aussi. Et toutes de façon qualitative, c'est-à-dire que j'arrive pas à la salle et je me dis mince putain mais je me suis défoncé la gueule sur les trois dernières séances et là je viens mais je vois que de toute façon déjà nerveusement je suis cuit, je suis rincé, je peux pas faire autrement, même si j'ai bien dormi, même si j'ai bien mangé, j'y arrive plus quoi, c'est pas possible. Ouais, Et parce même que- mes tendons grincent dans tous les sens, il y a tout ça et du coup je parle peut-être comme un ancien, mais finalement, mon but, c'est de durer dans ce milieu, et je pense que notre but à tous, c'est de le faire. Et du coup, c'est cette approche-là qui est intelligente pour moi, et en tout cas que je conçois de la meilleure des façons pour ça. Pour moi, c'est clairement le meilleur moyen, et surtout, c'est d'avoir acquis aussi avec ces années cette fameuse concentration musculaire, cette tension que tu arrives à donner aux muscles, Ouais, la connexion. ouais. cette connexion finalement que tu peux arriver que tu améliores au fil des années. Ce qui fait que quand tu as créé cette connexion-là, à un moment donné, tu peux en peu de séries, vraiment atomiser un muscle en particulier. En fait, c'est surtout ça. Oui. Après, qu'est-ce que. Du coup, non, je pose une question, c'est point d'interrogation, question ouverte. Non, parce qu'autour de ça, moi, comment j'analyse la chose, c'est que toi, tu as la maturité quand même, et c'est top de te dire, ok, je vais concentrer là-dessus pour avoir une tension maximum, et puis tu as une approche qui est scientifique par rapport à ça, qui est totalement valable d'ailleurs. Mais après, il y a aussi un petit peu comme, en fait, ça pourrait faire une analogie avec ce dont on parlait dans le podcast précédent pour la préparation à la compétition, où physiologiquement, ça se tiendrait totalement d'aller à l'extérieur, de sortir et autres, tu n'aurais pas d'impact niveau calories, mais pourtant, psychologiquement, tu as l'impression de ne plus être dans ta bulle. Et à l'entraînement, est-ce que justement, un peu cette broscience d'essayer de se challenger avec le poids, c'est aussi un moyen psychologique de s'exterminer et de savoir que tu as fait le taf. Et quelque part, après, quand tu es sur de l'échec postural, c'est aussi là, alors bien entendu, avec une certaine intelligence, parce que si de toute façon tu te fous en l'air et que tu es blessé, c'est fini, et malheureusement, on augmente les risques. Mais c'est aussi là que tu vas recruter une certaine portion de fibres et autres qui n'interviennent qu'à ce moment-là. Donc, toi, c'est vrai que tu as atteint maintenant une structure musculaire où est-ce que tu n'as pas forcément la nécessité d'aller chercher à prendre plusieurs kilos en plus ou plus de structure et de masse globale, plutôt travailler sur de la finition et même de la croissance sur des muscles qui vont te permettre de gagner du volume encore, mais par une stratégie. Mais en effet, par exemple, moi dans mon cas, où je manque vraiment encore de volume, moi je suis vraiment dans une phase où je me pose la question de quelle stratégie je dois adopter pour essayer vraiment d'aller sursolliciter et de ne pas être sur une phase où je me dis, pas de stagnation, mais une phase où au final j'ai plus de challenge avec les poids, où je cherche de la concentration. Au final, ça va peut-être. Enfin, là, j'ai fait ça sur un an et autres. Ça m'a shapé, voilà, ça m'a créé une structure magnifique globale que j'apprécie particulièrement, mais ça m'a pas donné plus d'évasement global en fait. Alors après, est-ce qu'il y a la question de temps ? J'ai pas la réponse. Là, c'est vraiment une réflexion que je me fais entre ces deux grandes approches d'entraînement qui sont une approche que Axel, pour le coup, s'il était là, défendrait un peu plus sur le fait d'aller justement dépasser un certain échec, d'aller sursolliciter un peu le système nerveux. Et après, ton approche, qui est une approche par de nombreux bodybuilders comme Liani, comme Francis Benfato, qui lui a poussé le délire encore plus loin, ça pourrait être l'objet d'un autre podcast. Flex Wheeler aussi. Exactement, non mais ils sont très très nombreux. Ouais, et Arnold mixait les deux pour le coup, c'est assez intéressant, parce qu'Arnold avait son power building et puis avait un système de tension et de contraction et autres qui était différent. Et il y a ces deux grandes écoles, et ce que j'avais dit avec Axel, je pense qui est vrai, c'est vraiment d'être capable d'utiliser les deux. Et là, le point que j'ai envie de retenir de toi, comment tu abordes maintenant tout cela, c'est qu'en fait, tu t'es dit, et c'est c'est tout à ton honneur et intelligent, c'est de te dire, moi, je veux durer, j'ai envie que ma passion, je puisse continuer à la vivre pendant des années et des années. Donc, pourquoi prendre des risques qui te paraissent maintenant plus forcément utiles pour continuer à progresser par rapport à ta condition, et du coup être capable de switcher entre les deux, d'avoir peut-être des phases où tu sursollicites un peu plus le système nerveux, mais c'est vrai qu'au final on se dit pousser 140 au coucher, y a des mecs qui poussent 140 au coucher et qui n'auront peut-être jamais ta condition physique, tu vois, même qui auront autant de galbes de pectoraux. Donc c'est bien que de toute façon il y a une limite au poids et que c'est pas forcément utile d'aller prendre plus de risques sur certains exos parce que tu peux travailler aussi autrement. Donc je pense que le secret c'est un juste équilibre entre tout ça quoi. Ouais. Il y a un aspect morphologique aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir une morphologie type pour faire du développé couché et qui va pouvoir prendre des pecs et de la cage avec le développé couché,
lui, il n'y a pas de problème, il va pouvoir soulever tous les poids du monde au développé couché, dans tous les cas, il va prendre de la cage. Oui. Et après, c'est ça en fait le délire, c'est que on s'est basé un petit peu sur ces 3 exos basiques, vraiment mythiques, du soulevé de terre, du développé couché et du squat, alors que finalement, on se rend compte qu'il y a peu de morphologie qui puisse être capable de faire les 3 et d'être performant, musculairement parlant aussi, dans les 3. Et du coup, on se dit, mince, alors ouais, je le fais parce que tout le monde le fait, et je le fais parce que c'est indispensable, parce qu'une séance PEC sans un développé couché, c'est pas une séance PEC. Alors que finalement, si on est plus intelligent dans la démarche, on peut très bien mettre autant d'attention et de tension musculaire sur un autre exercice qui va être plus intéressant pour les pecs, parce qu'on a une morphologie qui n'est pas forcément faite pour faire les pecs. Quand on a des bras longs, des clavicules larges, et puis peut-être des pecs, des insertions musculaires peut-être plus courtes. Ouais, et puis une cage qui n'est pas forcément étendue. Voilà, je veux qui dire, donne si une on n'a pas amplitude qui est énorme. si on n'a pas la génétique d'Arnold Schwarzenegger ou bien de Franco Colombo pour les pecs, Et encore qu'Arnold avait des grands bras quand même. Ouais, c'est pour ça que je me suis rattrapé à Franco, parce que Franco, lui, clairement, il avait une génétique clairement pour pouvoir être capable, en tout cas pour pouvoir être efficace et performant, musculairement parlant, mais surtout lui. Sur au moins le squat et le développé couché. Le soulevé de terre, vu qu'il a des bras relativement courts, mais qu'il a des jambes courtes aussi, oui, ça s'équilibre aussi. Mais disons qu'en gros, c'est une question de morphologie aussi, clairement. Et je pense qu'il faut prendre en compte ça. En fait, il faut prendre en compte cette morphologie, ces insertions musculaires aussi, ces muscles courts, muscles pas courts, parce que si on a des biceps courts, à un moment donné, à force de tirer comme un âne, à faire du curl, et puis d'être toujours comme ça, on fragilise nos tendons, suivant le volume d'entraînement, suivant les charges d'entraînement qu'on fait. Là, la capacité de durée est vachement diminuée, clairement. Et c'est pour ça que je pense que c'est plus intelligent. Moi, par exemple, si je prends physiquement à peu près ma morphologie ou ma longueur de segment ou autre, pour le développé couché, je suis pas forcément prédisposé à développer mon physique ou à développer mes pecs sur le développé couché, ou en tout cas pas de façon optimale. En fait, le but, c'est de trouver une façon optimale, les exercices vraiment optimaux pour le développement musculaire, essentiellement musculaire, et pas pour aller à l'échec nerveux, pas pour finalement se dépasser. Parce que finalement, il faut bien se dire que quand on fait une séance de muscu, surtout quand on en fait en moyenne 5 fois par semaine, le but, c'est pas tout le temps d'être rincé complètement à la fin d'une séance. Il faut savoir en fait créer un stress suffisant, mais se dire, parce que souvent quand on est rincé, finalement, c'est pas forcément tout le temps musculairement parlant, c'est aussi nerveusement en fait qu'on est rincé. Et si on est rincé nerveusement, ça veut dire là, malheureusement, là il y a peut-être des choses qu'on a fait où on est allé faire des reps trichés finalement, où la rep trichée sur l'insertion-terminaison du muscle, on n'a pas vraiment eu l'amplitude complète, donc c'est-à-dire que finalement il y a quelques reps, dans pas mal de reps à mon avis dans la séance, qui n'ont pas été forcément effectives et qui pourraient être plus intelligentes de faire soit le jour d'après, ou soit le moment où tu vas retravailler ce muscle dans la semaine. Parce que tu auras conservé ça pour vraiment faire quelque chose d'efficace et d'optimal musculairement parlant, au niveau anatomique et au niveau des fibres musculaires essentiellement. Parce qu'après, on veut toujours se déglinguer son nerveux et se dire, voilà, moi quand je sors de la séance, il faut que je rentre par terre. Et le truc, ça, c'est que c'est clairement pas forcément tout le temps le cas, enfin, c'est pas forcément tout le temps intéressant de faire ça. Après, comme faisait par exemple Arnold, où lui il mixait les deux, c'est ça, c'est intéressant. Garder une journée de power building chaque semaine sur un groupe musculaire différent pour ça, solliciter le nerveux. En fait, tant que cette journée-là n'est pas contre-productive pour ensuite le reste de la semaine, l'attention que tu dois avoir sur la tension musculaire, petit jeu de mots, il faut, tu peux le faire. Et moi, je déconseille pas de faire des planifications, par exemple, sur une semaine, sur une semaine. Dans l'année, je ne déconseille pas ça, de faire une planification sur par exemple 6 semaines où on va refaire un peu de power building, où on va repartir sur les exercices un peu plus fondamentaux et puis un peu plus global, on va dire, sans problème, on peut le faire. Mais moi je pense qu'il faut réduire ça à un pourcentage de 20% dans l'année et 80% vraiment de travail effectif musculairement parlant,
Parce que de toute façon, normalement, quand il y a certains exercices que tu fais qui sont optimaux vraiment au niveau de la tension musculaire et au niveau de la contraction musculaire, qui vraiment dans le sens des fibres et qui explose littéralement en 4 séries ton muscle, ce qui est faisable en fait avec une tension exceptionnelle, à ce moment-là, quand tu repars sur des autres exercices comme du rowing bar, je dis mais mince, mais moi il me manque quelque chose parce que le rowing bar, qu'est-ce qui se passe? Finalement, le but c'est quoi? C'est de travailler aussi les trapèzes moyens, c'est de travailler les dorsaux, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive à la fin, on est bloqué par le buste. Quand on fait un rowing bar, on est penché à 90, et on n'a pas une amplitude complète. Alors oui, on peut mettre du poids, mais qu'est-ce qui se passe à la fin quand on met trop de poids? On commence à faire le balancier, et finalement, on s'éloigne. En fait, c'est simplement que petit à petit, à cause de... Alors pour beaucoup de personnes dans les salles de muscu, voire la totalité, c'est à cause de l'ego qu'on s'éloigne de l'objectif, clairement, parce que le but c'est de soulever le plus lourd possible, ou en tout cas de vraiment de se mettre à la rue complet, alors que finalement, en fait le but c'est quoi? C'est d'impressionner dans les salles, et on impressionne en sauvant des grosses charges. Ça, c'est la base du truc. Voilà, le mec, il met 200 kg développé au squat, mais par contre, il fait une amplitude, un quart d'amplitude. Bon, ok, c'est bien, il met 200 kg, mais quart d'amplitude. Moi, par exemple, clairement, on va prendre l'exemple, je pense que comme ça va attirer l'attention. On va prendre l'exemple de mes bras, les biceps. Alors, sors-le là pour... Voilà. Ok, d'accord. Bon. Et du coup, on va prendre cet exemple-là. On va prendre cet exemple-là. Le nombre de personnes dans les salles de muscu où j'ai pu aller depuis le début, qui prennent plus de charges, mais 10 kg, 20 kg de plus que moi sur des exercices même basiques, aux haltères ou autres, pour les bras, pour le même nombre de reps, mais c'est phénoménal. Je vais prendre 15 kg pour mon curl rotation, mon curl alterné. Il se passe un truc, mon grand. Je vais prendre 15 kg pour mon curl alterné, et puis tu vas avoir quelqu'un à côté qui va avoir les haltères de 25. Tu vas avoir Axel avec 32. Ouais, mais clairement. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais voir ma technique d'exécution. Je vais voir la technique d'exécution, et puis je vais voir les bras de l'autre, et puis je vais lui dire, écoute, parce qu'il peut faire ça pendant 1 an, et moi je peux faire ça pendant 1 an. Je prends les mêmes poids pendant 1 an, et lui il prend les mêmes poids avec 10 kg de plus pendant 1 an. Et moi, je suis persuadé que de toute façon, par rapport à la technique d'exécution que je vais avoir, ou alors peut-être le changement d'angle, et surtout le centre de gravité différent, et surtout la qualité de contraction qui fait que je sais que je suis quasiment 100% sur mon biceps, et que je m'arrache le biceps, et que je vais pas commencer à faire des mouvements de balancier où finalement là, je fais intervenir d'autres muscles, qui sont des muscles qui vont être, c'est un peu les intervenants quoi, et finalement ces intervenants-là, qu'est-ce qui va se passer? Ces muscles-là stabilisateurs, ils vont manger un peu le travail des biceps sur peut-être des fois 50% de la série, des fois même 80% de la série, et des fois malheureusement sur 90% de la série où en fait le gars il fait 3 reps avec ses 25 kg au curl alterné, et puis finalement qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 reps, il commence à devenir un pantin. Et puis on a un mec désarticulé, on a l'impression qu'il convulse avec ses poids, et que finalement il a plus aucune tension, et de toute façon ça se voit même au niveau du mouvement. Il arrive même plus à faire une tension complète, un étirement complet, et puis surtout il va se reposer en bas, donc déjà il perd la tension, parce que des poids comme ça au long du corps, on peut les tenir 10 minutes, c'est parce que la gravité fait que ça nous ramène au sol. Donc en fait, c'est pas optimal. Et en plus de ça, il va commencer à forcer comme un âne, ce qui fait que sur ses tendons, s'il a la chance d'avoir une bonne génétique de bras ou autre, une bonne insertion, et puis des tendons assez forts, il pourra durer un peu plus longtemps, donc c'est bien. Mais nerveusement, déjà, il va commencer à se griller. Et puis ce qui fait qu'en fait, il va empiéter, finalement, c'est comme si on empiétait un petit peu sur la séance d'après, sur la séance du lendemain. Quand je dis le lendemain, c'est pas le lendemain forcément demain, mais heures, ça peut être la séance du lendemain, la séance d'après. En fait, et la séance d'après, petit à petit, et en fait c'est une pente un peu descendante au niveau du système nerveux, à part si effectivement, comme peut-être Axel Herzogak, où lui il va faire 3 séances dans la semaine. Oui, du coup il a une capacité un temps de récupération qui est beaucoup plus important. C'est sûr, bien sûr. Après voilà, c'est des facteurs différents de croissance, où il va miser sur lui la charge de travail, le volume sur une séance, et puis le poids aussi soulevé, clairement. Et puis la faculté de récupération sur plusieurs jours. Et alors que moi je mise par exemple en fait simplement sur une autre approche qui va être la fréquence d'entraînement et la contraction musculaire vraiment propre
du muscle en question et pas de faire intervenir tous les autres groupes musculaires. Ou en tout cas du moins possible. En fait, c'est ça l'objectif. Ouais. Après, bon, tu as des bras qui sont exceptionnels, mais je sais pas comment tu analyses ça, mais il y a quand même un gros facteur de génétique par rapport à ça sur tes En fait, insertions. il faut apprendre et il faut savoir concrètement, génétiquement, comment on est fait au niveau musculaire. Ouais, pour adapter à son Savoir si entraînement. on a des bras longs, bras courts, que ce soit au niveau ossature, au niveau des segments et au niveau musculaire. C'est quelqu'un qui a des biceps courts. Faire 4 exercices de biceps dans la séance pour se dire ouais moi je vais m'atomiser les biceps, on en avait parlé d'ailleurs hier avec quelqu'un dans la salle, Tout à fait. dans la salle que tu m'as amené à Paris où il me disait mince moi mes biceps voilà parce que c'était un gars un afroco colombo Non, tout où à il fait. avait des Exceptionnel, pecs ça. hyper hypertrophiés, vraiment brut quoi, Ouais. dense et tout. Et malheureusement, bah oui, c'est sûr que ses bras, ben voilà. Et en fait, ben, il me dit, ouais, je fais 4 exercices de biceps dans la séance. Dans la séance. Et je lui ai dit, en fait, il vaut mieux répartir plus intelligemment ces choses-là, mélanger un peu les tensions différentes les tensions de contraction que tu peux avoir par rapport aux bras, et en fait, vraiment sélectionner les meilleurs exercices pour toi, pour tes bras. Et comme ça, en fait, tu te rendras compte qu'en 8 séries pour les biceps ou les triceps, ou les deux en même temps, peu importe, sur une séance, et les refaire ensuite 72 heures après ou 48 heures après, parce que ça sera possible, parce que les courbatures, elles sont pas à te cisailler le muscle à chaque fois que tu bouges le bras. C'est ça, en fait. La chose, le facteur limitant finalement, c'est quoi ? C'est de soulever, de s'atomiser les pecs, de faire que les pecs par exemple. C'est le problème du split finalement. Hein. Là, je reviens sur le problème du split. Il y a des avantages et des inconvénients par rapport à ça. C'est que le split, on va faire 4-5 exos de pecs pour vraiment se les atomiser. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est qu'il nous faudra beaucoup plus de temps pour récupérer avant de les refaire. Et du coup, on perd cette fréquence d'entraînement. Oui, que tu peux faire de façon remodeler plus avec du intelligente. half ou du full body parce que Voilà. tu vas pas enchaîner 4 exercices sur tes pecs Voilà. lors de la première séance. Voilà. Et en fait, on va en faire peut-être 2 fois moins. Mais finalement, sur la semaine, ça va revenir au même en termes de volume de travail. Mais par contre, ça sera fait plus intelligemment parce que c'est un peu comme la répartition des repas. On va pas parler de nutrition, on fera peut-être un autre podcast Ouais, plus tard. carrément. Mais je veux dire, comme la répartition des repas. Après, c'est assez marrant parce que finalement, Herzog, quand tu y penses, Bah, c'est repas et c'est pareil. En fait, donc c'est bien parce qu'il est en cohérence avec lui-même. C'est-à-dire qu'il va faire peu de repas, en tout cas à l'heure actuelle, il va faire peu de repas, mais des gros repas, et il va faire peu de séances, mais des grosses Ouais, séances. c'est Et marrant. moi, je vais faire pas forcément 8 repas par jour, mais je veux dire, je vais au moins en faire Donc, 5. avoir des collations. Voilà, je vais au moins en faire 5. Je fais 5 repas, je fais 5 séances par semaine. C'est marrant. Oh, la Finalement, cohérence, on quoi. est en cohérence avec ça. Et le but, c'est d'être en cohérence Si avec je m'entraîne 4 soi-même fois, je par mange rapport 4 fois. C'est barré en fait. Bon alors, partons pas en couille avec ça non plus. Mais en gros, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine cohérence par rapport aux éléments extérieurs qui vont être les plus importants, c'est-à-dire la récupération, le sommeil, la gestion du stress et en même temps l'alimentation. Yes. Ouais, Donc, carrément. voilà. Ouais, Donc ouais, je vois c'est là où c'est pour ça que j'ai opté pour ça et puis finalement c'est relativement optimal parce que je me rends compte que maintenant les exercices que je fais pour les groupes musculaires en question, il y en a pas une quantité pas possible où tu fais l'exercice dans tous les sens qui sont inventés ou des trucs farfelus. Non, c'est des exercices qui sont je peux prouver pour chaque exercice, je peux prouver anatomiquement ou même scientifiquement ou même sur la contraction musculaire pour n'importe qui, je peux prouver en fait pourquoi je fais cet exercice-là, par rapport à la tension, par rapport à l'amplitude, par rapport à la trajectoire, par rapport au sens des fibres, par rapport à la résistance, par rapport à tout ça en fait. Et le but c'est de trouver les exercices les plus optimaux et on se rend compte que les exercices optimaux ne sont pas forcément les exercices qu'on connaît tous, les exercices de base Ouais, carrément. en fait. Donc en fait c'est ça. Passionnant. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte, moi quand je reviens sur un développé couché, par exemple hier ça faisait 3 mois que j'avais pas fait de développé couché barre, et je me rends compte qu'il me manque un truc. Je le fais toujours aussi bien comme il faut le faire, mais avec quasiment les mêmes charges qu'il y a 3 mois en arrière. Et pourtant, je l'ai pas refait. Et on pourrait se dire, j'ai perdu de la force. Non, pas forcément. Mais c'est simplement que on va dire que il me manque, j'ai pas la tension nécessaire, je trouve, pour développer ma cage thoracique quand je vais faire les pecs. À ce moment-là. D'accord. Voilà, en fait c'est ça. Et que je me rends compte que je l'ai beaucoup plus quand je vais faire certains exercices, ne serait-ce qu'à la poulie, essentiellement aussi,
avoir une tension vraiment maximale. Et clairement, enfin, c'est à ce moment-là. Et quand on parle de poulie, on se dit oui, mais il soulève pas lourd. Mais à la poulie, la tension qu'on a déjà de base et le poids, la charge qu'on peut mettre, toujours en gardant soit un RIR ou soit même en allant à l'échec sur quelques séries, c'est pas un problème. Si on sait qu'on récupère nerveusement, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Et surtout qu'en final, on peut le faire beaucoup mieux, on peut mieux récupérer nerveusement si on split beaucoup mieux dans la semaine ces exercices de pec. Oui. Et de ne pas faire 4 exercices, parce que finalement, au bout de 4 tu vas perdre tout le monde en disant que tu pec, split, mais c'est pas un split. non, voilà, en fait, voilà, bien partager, répartager ouais. des entraînements sous forme de full body pour le coup, Ouais. enfin, ou pas forcément, ou de half. Full ou half, hein. Après, exactement. Après, pas moi, trop- un truc que je dénote en un point négatif où j'ai du mal avec le full body, même si c'est quelque chose que je commence à pas mal appliquer, j'aime bien. Je me sens un peu plus à l'aise avec le half body, je me rends compte. Mais en fait, le problème, c'est que certes, sur le papier, tu te dis, ok, les jambes, je vais faire un squat le premier jour par exemple. Ensuite, mon autre jour où je m'entraîne, je vais faire un exercice pour l'arrière de cuisse, etc. etc. Mais je ne saurais pas trop te dire pourquoi, parce que j'ai pas pris le temps de l'analyser. Mais au final, vu que tu changes de groupe à chaque fois et autre, j'ai du mal à. Je perds te reconcentrer C'est sur ça. le groupe en Alors que question. quand je fais mes cuisses C'est sur clair. un half body. Alors certes, elles sont pétées, je vais avoir moins de force sur mon ischio, mais c'est déjà. sur le bas. Et en fait, j'ai beaucoup plus de. Les sensations sont plus simples. Ouais, et ça, c'est un truc où. après, il y a faut aussi une réussir question vraiment. d'afflux de sang. Hein. Oui, Bien sûr, de bien sûr. concentration sur le moment. Enfin, ça fait Puis de bas, fatigue bas, globale à chaque aussi. fois. Oui, clairement. Pour moi, un full body, ça peut être intéressant quand on n'a pas forcément le temps. Ou qu'on veut augmenter le volume de travail, en avoir insuffisamment de façon hebdomadaire. Et puis surtout, finalement, quand on n'a pas forcément, peut-être qu'on a 3-4 séances, c'est intéressant de faire un full body à ce moment-là. Ça peut être intéressant de faire un full body qu'un half, parce que finalement, comme ça, voilà. Et après, on peut très bien faire une sorte de léger full body, où finalement, on va faire le bas du corps, et on va mettre faisceau latéral, par exemple. Ouais. On n'utilise pas C'est ce forcément que tu m'avais balancé, tu m'avais fait faire voilà, ça. à un moment, là, un peu c'était ce style-là finalement où c'est un half body bas du corps, on ouais, est d'accord. mais tu as envie de Mais ressolliciter un peu de haut. on va mettre une charge de travail qu'on mettra pas ailleurs, on va le mettre à ce moment-là, faire des élévations latérales qui te grillent pas non plus ton système nerveux, tout dépend comment tu le fais, mais si tu fais 4 séries d'élévation latérale, à peu la importe poulie, que ce soit la poulie ou autre, ouais. avec une belle tension, ça va pas te défoncer de faire ça après ta séance jambes. C'est pas le truc insurmontable. Ah, par contre, si tu dois te faire le dos ensuite, là c'est clair que Ça va être plus compliqué. ça va être plus compliqué et puis c'est peut-être pas forcément hyper productif parce que tu as déjà perdu une grosse attention pour pouvoir ensuite faire le dos. En fait, c'est vraiment savoir bien sélectionner et puis c'est le timing en fait des entraînements. Et ça, c'est vraiment à l'écoute de son corps et à l'écoute de sa morphologie et à l'écoute de son objectif aussi en particulier, même si notre objectif pour tout le monde, la plupart du temps, c'est de prendre de la masse musculaire. Sauf qu'il y en a beaucoup, ils veulent prendre de la masse musculaire, mais ils ont un objectif carrément de powerlifter. Donc en fait, c'est ça le délire. C'est qu'il y a une certaine mesure à prendre et je suis pas contre le powerlifting, je suis pas contre le power building aussi. J'en ai fait beaucoup et j'ai eu des résultats avec ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que de façon plus optimale pour durer et pour avoir de très bons résultats, effectivement, et même des résultats peut-être des fois même qui sont plus probants et de meilleure qualité que du power building, c'est de répartir suffisamment et de savoir quand est-ce qu'on a suffisamment stressé le muscle en question pour dire c'est bon, voilà, je sors de la salle, j'ai bien bossé, musculairement je sens que j'ai des contractions encore et que j'en ai limite des crampes, mais nerveusement ça va, là on pourrait me dire je vais aller faire autre chose, je vais aller travailler, il n'y a pas de problème, je suis lucide, il n'y a pas de souci pour ça. Et je sais que je vais pouvoir récupérer et puis qu'en plus de ça, ce muscle-là, d'ici 48 heures, je vais pouvoir retaper dedans parce que j'ai pas fait un nombre de séries inimaginable et du coup, je vais pouvoir maintenant travailler sur un axe différent. Par exemple, le dos, travailler peut-être une partie, surtout beaucoup, vraiment accentuée sur le grand dorsal, un peu moins sur les trapèzes moyens. Et puis finalement, 48 heures après, accentuer plus sur les trapèzes moyens et faire toujours un petit peu le grand dorsal, mais un peu moins. Finalement, en fait, c'est savoir doser et jauger chaque séance pour se dire voilà, là ça va être un half body haut du corps mais penchant pec. Ensuite, l'autre half body haut du corps dans la semaine, ça sera penchant dos. Et en fait, ça va être quoi? Ça va être simplement le nombre de séries et puis l'exercice en question, la tension. À quel moment tu le mets? Est-ce que tu le mets au début? Exactement. Quand t'es plus frais, la répartition en fait dans ta séance. Exactement. Du nombre de voilà. Non, ouais, c'est clair. Et puis après, il y a
il y a aussi une certaine essence du bodybuilding qui vient dans la sensation musculaire, dans la congestion, dans le fait d'être sur quelque chose de ressenti, d'acide lactique, tout ça. Ça, c'est aussi la connexion avec son muscle et autres, chose que tu n'as pas forcément quand tu es plus sur un power building, où tu vas avoir un échec nerveux qui va te mettre fin à ta série, mais la courbature, tu ne vas pas forcément l'avoir sur le coup. Alors que si tu te mets une Smith Machine couchée, où tu vas mettre relativement léger, tu vas aller chercher du 12 reps par exemple, et que tu vas aller chercher à avoir ton pec qui te tire et qui t'explose, et que tu sors ta série, tu es là, mon Dieu. Et c'est pas du tout le même type de sensation. Et c'est vrai que dans la culture physique, c'est aussi dans cet aspect de sculpteur. Moi, j'ai toujours été apprécier, ressentir et voir la congestion de l'épaule qui me dit ok, là en fait quand elle est pleine, elle va vers là je suis sur la bonne notion, tu vois, chose que je n'ai pas quand je m'amuse à mettre du 20 pour de l'élévation latérale ou autre, où là c'est au nerveux et où j'ai pas ce même ressenti, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est au nerveux, et finalement en fait on se dit mais alors c'est quoi le but quand on va faire du 5-6 reps sur du développé couché? Ça va être quoi? Est-ce que ça va être de bien ressortir son muscle, ou ça va être un souci de performance? Ah ouais, bah c'est un souci de performance. C'est un souci de performance où tu espères une croissance optimale un peu plus importante derrière. Enfin, moi, c'est pour ça que je le fais. Tu espères un résultat de croissance, mais il y a cet aspect de peu de reps, et puis surtout d'aspect où en fait finalement c'est ton nerveux qui va passer carrément au-dessus de la contraction musculaire, clairement. Alors oui, tu pourrais, ça existe aussi, tu peux faire de l'excentrique, tenir ton excentrique un maximum sur 6 reps par exemple au développé couché à quasiment au max, et puis aller à l'échec et en crever, en vomir par terre, il n'y a pas de problème, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Et l'excentrique va te bousiller les fibres musculaires, il n'y a pas de souci non plus pour ça, c'est sûr, c'est clair. Mais en évaluant le risque-bénéfice, est-ce que ça t'a pas aussi bousillé ton système nerveux? Parce que l'excentrique, c'est une des méthodes d'entraînement les plus violentes en fait qui existent, clairement. Alors l'excentrique, si tu peux préciser. L'excentrique, en fait, c'est retenir la phase descendante. Ce qu'on appelle la négative. Ouais. La négative, en fait. Et la phase concentrique, la phase de montée, on nous aide. On nous aide un peu pour vraiment que se concentrer sur la descente. Et ça, sur pas mal d'exercices, c'est faisable. Après, c'est clair que c'est d'ailleurs une des méthodes d'entraînement pour gagner le plus de force. Clairement. Oui, de mettre plus de charge et de ne faire qu'une négative. Clairement. Mais après, c'est quoi Après, finalement, en fait, c'est simplement savoir bien définir son objectif. Est-ce que tu veux être un culturiste à part entière, c'est-à-dire vraiment avoir un développement musculaire optimal et dans une naissance de contraction musculaire pour avoir un beau gal, pour avoir un muscle plein, etc., etc. Tout en peut-être dans l'année faire pourquoi pas une méthode d'entraînement. Mais moi je suis garanti, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs même qui m'ont dit qu'après avoir fait certains exercices avec une tension musculaire maximale et hebdomadaire de façon suffisante avec un bon volume, en préservant un petit peu quand même son système nerveux, même si finalement, même à la poulie, on peut se cramer son système nerveux. Pas forcément sur le développé couché. Oui, il n'y a pas de problème. Mais finalement, souvent, même moi à l'heure actuelle, je me verrais pas forcément revenir sur certains exercices basiques, quoi. D'accord. Parce que j'ai trouvé ça. Et parce qu'au début, évidemment, il y a un temps d'adaptation. Je me dis, mince, mais alors la poulie, mais il faut que je fasse ça, comme ça. Alors au début, il y a une question de placement. Parce que c'est moins intuitif, quelque part. C'est moins intuitif. Il y a moins de muscles engagés aussi, clairement. Les muscles stabilisateurs sont moins engagés. Il y a aussi moins de gainage engagé aussi. Donc après, c'est aussi, il faut faire gaffe. Parce que moi, je me suis dit, mon seul bémol par rapport à tout ça, je me suis dit, mince, mais est-ce que mon gainage que j'ai créé jusqu'à maintenant, scapulaire, abdominaux, etc., je me dis, mais je vais le perdre peut-être de faire que ça, finalement. Même si je ne fais pas que ça. Oui, et que j'ai toujours gardé quand même certains exercices qui sont plus intéressants anatomiquement. Par exemple, les fentes bulgares sont pour moi des exercices plus intéressants pour mes jambes que le squat à l'heure actuelle, clairement, par rapport à la contrainte de se mettre sur le dos une grosse charge, par exemple, ou même que la presse à cuisse, finalement, où le but, malheureusement, pour que ça fasse vraiment un bon développement, il faut balancer des charges pas possibles sur la presse à cuisse. C'est clair qu'il faut mettre beaucoup de charges sur la presse à cuisse si on veut vraiment se développer, mais à détriment de quoi? À détriment du nerveux, à détriment peut-être de trop charger la hanche, le fait d'être vraiment dans cette position-là, qui n'est pas forcément la plus avantageuse, et surtout
la tension qu'on crée, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que finalement un 6-6 squat c'est pas plus intéressant au niveau des quadriceps parce que finalement on a un étirement complet du quadriceps, parce que l'étirement complet du quadriceps on l'a que simplement quand le tibia est parallèle au sol, et ça même avec un squat on n'a pas les tibias parallèles au sol. C'est impossible parce qu'à un moment donné la cheville, le talon se lève finalement, et c'est celui qui aura le meilleure extension de cheville, celui qui aura la meilleure prédisposition pour faire du squat qui finalement arrivera à développer son physique, comme le gars qu'on a vu hier qui a des petites insertions, et que le mec au squat c'est sûr que lui il a clairement une prédisposition pour exploser ses quadriceps au squat, alors que moi je sais qu'au squat ça m'a fait énormément prendre ischio-fessier, des adducteurs, mais c'est pas sur les quadriceps forcément que j'ai pris beaucoup de masse musculaire par rapport au squat, clairement en fait. C'est surtout en commençant à apprendre à me dire ok, il y a des exercices en fait qui vont être plus intéressants pour moi sur l'étirement musculaire, sur la contraction musculaire, sur le temps, sur la tension que je vais mettre, et puis surtout sur l'amplitude complète du quadriceps en fait, ce qui est un peu la base si tu veux développer ton quadriceps. En fait, c'est un peu plus répartir plus intelligemment en fait ces exercices, et clairement moi il y a beaucoup d'exercices où j'y reviendrai que très rarement dans l'année, histoire de me dire parce qu'après il y a aussi ça, c'est le kiff, le plaisir, bien entendu, le kiff de faire des gros soulevés de terre, le plaisir. kiff de faire du développé couché à blinde, le kiff de faire d'un beau squat à la Tom Platz, pourquoi pas. Mais après c'est donc en fait et finalement ce kiff là, faut bien se dire que c'est un kiff, d'accord, c'est bien, ça va aussi te forger un peu ton système nerveux, ton mental, ta force, ta niaque, mais est-ce qu'il serait pas mis trop longtemps dans l'année contre-productif par rapport à ce développement musculaire en fait? C'est surtout ça. C'est le juste équilibre entre tout ça qui est peut-être à retravailler en fonction de chacun. Après c'est évidemment mon avis, c'est mon expérience, c'est tout ça, et en plus je dis ça maintenant, et effectivement qu'avant j'ai fait aussi beaucoup j'ai cet avis là à l'heure actuelle parce qu'avant j'ai fait tout ça et que j'ai pu travailler avec tout ça. Tu as pu voir la différence aussi. Clairement. Et voilà, c'est intéressant justement le contraste avec Herzoviak, parce que vous avez des approches qui sont différentes et qui sont toutes les deux effectives à leur niveau et en fonction de chacun. Et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs dans le précédent podcast, c'est qu'au final, il faut rester ouvert à différentes techniques, il faut essayer, il faut voir comment notre corps réagit, et en effet, comme tu le dis, faire le lien, trouver ce qui nous plaît le plus, parce qu'il faut que ça reste, il faut quand même y trouver un certain plaisir dans tout ça, pour pas éreinter, épuiser sa passion aussi, parce qu'il y a aussi ça, c'est que pour durer dans le temps, c'est un peu comme une relation amoureuse, c'est marrant, mais en fait, toute cette plaisir, toute cette passion autour du bodybuilding, ça se cultive, et des fois, on peut avoir des phases difficiles où on a envie de le perdre ou autre, et on se dit, quoi bon, ou peu importe, et si on est sur des phases en plus où on cherche des échecs trop puissants qui nous mettent KO, etc. ou autre, ça peut être négatif, et inversement. Donc voilà, essayez, il faut varier, apporter de la variété, du renouveau, des nouvelles sensations, des nouvelles techniques d'entraînement. Peut-être que dans 5 ans, tu t'entraîneras encore différemment, tu vois. C'est ça qui est passionnant. Donc, c'est ça voilà, donc c'est un renouvellement constant. C'est bien entendu. Et puis voilà, et chercher de la croissance un peu partout comme ça, et puis comme ça justement avoir des paliers d'évolution et essayer de casser cette stagnation qui arrive avec les années, où ça devient justement, il faut vraiment user d'intelligence et de réflexion et de remise en question pour progresser d'autant plus naturellement. Donc ça, il y a aucun doute là-dessus. Voilà, encore quelque chose d'extrêmement complet, super intéressant, je pense que vous allez en tirer beaucoup, donc je suis vraiment content d'avoir pu mettre ces petits podcasts en place, et puis on en fera un prochain sur la nutrition, ça c'est sûr et certain, et puis même sur d'autres sujets. Donc merci à vous d'avoir tenu le coup pour toutes ces informations qu'Yann nous a balancées. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, le petit commentaire, vous restez également artistique, ça on compte sur vous, et on se dit à très vite, allez à plus tard.